Bonjour à tous, et donc merci aux ateliers de Gien d'avoir mis à l'agenda cette question qui, je crois, était relativement originale par rapport à ce que les ateliers ont l'habitude de traiter. Et on va donc vous présenter à la fois les réflexions de notre table ronde et 9 recommandations auxquelles ont participé donc toute cette équipe que vous voyez, industrielle, académique, institutionnelle. Donc, en préambule, la prise de conscience en fait de la nécessité de se poser cette question de l'impact environnemental dans le secteur de la santé, elle est encore relativement récente. On a considéré, nous, que la publication des travaux du Shift Project Santé en novembre 2021 était véritablement un élément déclencheur et accélérateur, et ça a permis de mettre en évidence le fait que le système de santé a un impact sur l'environnement et que l'environnement a un impact sur la santé et donc sur le fonctionnement du système de santé. D'où la nécessité de se poser cette question et donc plus particulièrement sur les produits de santé en ce qui concernait notre table ronde. Sur les produits de santé, la réglementation est quand même relativement fournie. En revanche, le cadre de lecture de cette réglementation n'intègre pas du tout ou très peu l'aspect environnemental. En fait, il est essentiellement concentré sur la sécurité et l'efficacité des produits de santé. Il prend absolument pas en compte aujourd'hui la partie carbone, donc les émissions de gaz à effet de serre, ni l'écotoxicité potentielle des produits. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des données disponibles et fournies. En revanche, elles sont relativement peu lues avec les lunettes de l'impact environnemental. Ensuite, dans les discussions de notre table ronde, assez vite, on a exclu certains éléments de notre champ de réflexion. Donc, on s'est volontairement limité aux actions qui pouvaient véritablement avoir un impact qui permettrait de réduire ou de limiter l'impact environnemental des produits de santé. Donc, produits de santé s'entendant médicaments et dispositifs médicaux, qu'ils soient utilisés en ville ou à l'hôpital. On s'est ensuite posé la question de qu'est-ce que ça veut dire le cycle de vie du produit, où est-ce que ça commence, où est-ce que ça s'arrête, et donc on a découpé en plusieurs étapes le cycle de vie, qu'on a ensuite regroupé en 4 grandes parties qui faisaient du sens dans le cadre de notre réflexion. Donc une première partie qui concerne la recherche, la conception, le développement et la production des produits. Une deuxième étape qui est liée à la mise sur le marché et à la distribution de ces produits. Troisième étape sur la prescription, l'usage, la distribution. Et puis, dernière partie sur la fin de vie et la gestion des déchets, qui est souvent la partie la plus visible. Mais on va le voir, en final, en adressant toutes les parties en amont, on solutionne assez facilement cette dernière étape. On a donc abouti à 9 recommandations qu'on va vous présenter maintenant avec Bruno. Donc première proposition en fait qui suivent chronologiquement le cycle de vie des produits. Sur la partie recherche, introduire des critères environnementaux dans la recherche clinique elle-même en fléchant des financements. Donc il est à noter que pendant le cadre de nos réflexions, le ministère de la Santé a publié sa feuille de route de planification écologique et vous verrez qu'il y a un certain nombre de nos recommandations qui sont complètement convergentes avec celles de la feuille de route et notamment celles des financements pour la recherche. Quand on a examiné le cadre réglementaire existant sur le plan environnemental dans la recherche médicale, en fait, il est apparu qu'il y a assez peu de choses, ou alors c'est très récent. Et notamment en France, le plan du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a désormais un plan de transition écologique qui implique justement de prendre en compte à la fois dans les questions de recherche et dans la conduite des travaux eux-mêmes des critères environnementaux, mais ça date de 2022-2023. Donc, c'est vraiment tout récent. On a aussi fait une petite recherche des publications existantes sur ce sujet et on voit depuis que, en gros, la fin des années 2000, le nombre de publications à la fois sur les questions environnementales des produits de santé et sur les questions de l'environnement dans les activités de recherche elles-mêmes est en hausse, mais le volume de publications reste extrêmement faible par rapport à l'ensemble des travaux de recherche publiés. Et donc notre recommandation, c'est évidemment d'inciter les chercheurs à se poser cette question, à la fois de l'impact environnemental des produits de santé et des activités de recherche, mais aussi de conduire des activités de recherche qui elles-mêmes vont avoir un impact environnemental réduit. Et ça passe par des financements incitatifs. Deuxième proposition, donc étape de vie suivante des produits de santé, sur la partie conception, développement des produits.
Et notre recommandation vise à intégrer dès cette étape une incitation à éco-concevoir les produits de façon très forte, notamment sur les industriels. Puisqu'on a fait là encore l'analyse du cadre réglementaire, du développement et de la production qui est extrêmement fourni, qui est extrêmement contraint, mais qui, comme je le disais, n'est concentré que sur l'aspect sécurité sanitaire et efficacité des produits. Donc sur les médicaments, par exemple, on va avoir les données de Environmental Risk Assessment qui sont obligatoires dans le cadre de la demande d'autorisation de mise sur le marché, mais qui sont en fait non discriminatoires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, aucun produit n'a raté l'obtention de son AMM du fait des données ERA qui seraient non satisfaisantes. Du côté des dispositifs médicaux, dans le cadre du nouveau règlement européen pour le marquage CE médical, il y a des données de stabilité et de toxicité qui sont largement demandées et documentées. Mais ces données en fait de stabilité et d'écotoxicité, elles ne sont demandées que dans le cadre d'une lecture justement qui vise à assurer la sécurité du patient et qui ne sont pas lues dans le cadre d'une analyse de l'impact environnemental. Voilà, donc en fait on a des données existantes mais qui sont soit non discriminantes, soit qui ne sont pas regardées avec un œil de l'impact environnemental. Et le cadre réglementaire ne cesse de s'enrichir, notamment avec des textes européens qui s'appliquent aux biens de consommation et qui incluent les dispositifs médicaux également. Donc notre recommandation, c'est d'intégrer l'éco-conception à travers soit par exemple des dispositions de critères environnementaux dans le crédit impôt recherche, ou de valoriser des demandes de modification d'autorisation de mise sur le marché qui intégreraient des critères environnementaux, donc valoriser ces modifications soit par des procédures de fast-track accélérées, soit par des coûts réduits par exemple. Troisième proposition, donc qui va aller assez vite. En fait, quand on analyse le cadre réglementaire de l'environnement et le cadre réglementaire des produits de santé, en fait, on en a un qui est très généraliste sur l'environnement et un qui est très spécifique en matière de sécurité sanitaire. Et la coexistence de ces deux cadres réglementaires, en fait, nous amène parfois à des paradoxes, voire à des choses complètement contradictoires. Et il n'y a pas d'arbitre, en fait, pour dire est-ce qu'on doit plutôt privilégier le cadre légal environnemental ou le cadre légal sanitaire, et donc on recommande une gouvernance commune sur ce sujet-là entre le ministère de la Santé et le ministère de l'Environnement. Et puis trois autres propositions donc qu'on vous présente rassemblées parce qu'en fait elles sont toutes les trois assez interconnectées. En fait sur l'étape d'accès au marché, de demande de remboursement et des achats de ces produits, les critères environnementaux sont vraiment absents sur la partie accès au marché remboursement. Quand on regarde par exemple toute la documentation de la HAS pour l'ensemble de ces instances évaluatrices, il y a un seul document qui intègre un critère environnemental pour les technologies de santé, et c'est le dernier critère en bas du document. Donc on pense qu'on peut faire mieux. Et puis au niveau du CEPS, il n'y a pas de prise en compte lors de l'élaboration des tarifs de critères environnementaux, uniquement pour les produits qui émettent des déchets perforants utilisés par les patients. Donc un cadre extrêmement restreint. Et dans le cadre des achats hospitaliers, évidemment, il y a largement des critères environnementaux et sociaux qui sont demandés, mais qui sont aujourd'hui encore, en termes de mise en pratique, non différenciants, non discriminants, non opposables et pondérés de façon relativement négligeable. Donc nos recommandations, c'est sur la partie générale, c'est d'avoir une méthodologie, un référentiel commun au niveau européen pour scorer les produits de santé. Donc c'est des choses qui sont discutées et qui sont aussi recommandées par le ministère désormais, mais avec des approches qu'on voit fleurir qui sont franco-françaises aujourd'hui, et ça risque d'aboutir à une nouvelle difficulté. Cinquième proposition, donc au niveau de la doctrine de la HAS, c'est bien évidemment d'intégrer dans la doctrine de la HAS la prise en compte de ces critères environnementaux qui puissent ensuite eux-mêmes être valorisés par le CEPS sur le plan économique. Et puis sur la partie des achats, donc on s'est focalisé plutôt sur les achats hospitaliers. C'est vrai que une de nos remarques, c'était de se dire qu'on aurait peut-être pu approfondir la partie ville, mais il se trouve que dans les experts de notre table ronde, on n'avait pas de pharmacien d'officine, par exemple. Donc renforcer et harmoniser les critères éco-responsables dans les marchés hospitaliers, c'est-à-dire les rendre plus opposables et leur apporter une pondération plus importante que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Et je passe la parole à Bruno pour la suite. Merci beaucoup. Alors,
Il nous reste plus de 5 minutes, j'ai mis le chronomètre. Donc la proposition 7 concerne l'éco-responsabilité des soins en ville et à l'hôpital. Donc le constat qu'on a fait, c'est probablement, enfin, c'est même sûr, il y a un manque de formation. Et donc si on veut sensibiliser les gens, il faut déjà les former. Donc il y a une formation qui est nécessaire à la fois pour les professionnels de santé, donc en formation initiale et continue. À ce sujet, il y a une nouvelle UE sur, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, mais qui intègre une dimension environnementale, qui est une UE optionnelle qui est proposée aux études de médecine depuis l'année dernière, mais qui en fait ne concerne pas les produits de santé spécifiquement. Il y a aussi, peut-être qu'il faudrait aussi former les agents de la fonction publique hospitalière qui travaillent avec nous, et puis les institutionnels et également les professionnels de ville. On a aussi évoqué les référentiels, puisque bien prescrire c'est important. Donc évidemment, la première chose c'est de se référer au bon usage du médicament ou des dispositifs médicaux. Mais ces guides de bon usage n'intègrent pas aujourd'hui de données sur l'intérêt environnemental des produits, et donc ça serait intéressant de se pencher aussi et de compléter ces référentiels. Intégrer aussi des critères d'éco-conception dans des parcours de soins et sur les indicateurs des certifications HAS des établissements, qui aujourd'hui sont centrés sur sécurité, qualité des soins, mais n'intègrent pas ou très peu ces données environnementales. Et donc si on veut diffuser cette notion un peu partout, il faut que dans les établissements il y ait aussi des mesures incitatives. Et si on leur dit que dans les critères de leur évaluation HAS il y a des critères environnementaux, ça ne fera que favoriser la mise en place de ces notions. Et ensuite on a aussi eu quelques remarques sur les commandes. Les commandes à la fois dans les PU et les officines, même si les officines, on vient de le dire, on a que survolé le sujet. Il y a aussi des choses assez simples comme les aspects organisationnels qui peuvent éviter le gaspillage et optimiser les livraisons et les commandes. Alors, un sujet qui me tenait particulièrement à cœur, c'était, en fait, c'est un peu pour ça que j'ai proposé ce titre de table ronde au départ. C'était, mais pourquoi en France on n'a pas de dispensation à l'unité? Bon, là, je rappelle que les ateliers de Gien, c'est un groupe dans lequel on a des industriels, des académiques, parfois des visions qui, alors on va pas dire qu'ils s'opposent, mais au moins qui discutent. Et c'est vrai que on a beaucoup discuté de ce sujet-là. Le constat, c'est qu'en gros, il y a plus de 20% des médicaments qui sont prescrits et qui sont pas utilisés, qui restent dans les pharmacies des gens, de vous et moi, à la maison, et donc qui génèrent un gaspillage et des risques. Le risque, c'est le mésusage, l'automédication, et aussi des risques pour l'environnement liés tout simplement au fait que les gens balancent leurs médicaments dans la poubelle. Et donc, on s'est dit, un des moyens serait de proposer une dispensation à l'unité de manière à prescrire plus juste et d'avoir plein de médicaments qui restent dans les pharmacies des foyers. Alors, ça peut être envisagé. Il y a des freins réglementaires qui existent aujourd'hui, et notamment ce qui impose de tracer les exigences de traçabilité des produits qui en France ne permettent pas la mise en place de ces notions, en tout cas à l'heure actuelle. Et puis aussi, c'est peut-être pas bon de le généraliser. Il y a peut-être que c'est mieux dans des pathologies aiguës où les traitements sont courts que dans des pathologies chroniques où de toute façon on part sur des mois voire des années de traitement, et c'est pas très grave d'avoir des boîtes de médicaments qui contiennent plus que ce qu'on a besoin, puisque de toute façon on les utilisera. Donc il y a une vraie réflexion à mener. Et puis ensuite, l'autre question, c'était est-ce que vraiment, si on met en place cette prescription à l'unité, ça va avoir un impact sur l'environnement? Et ça, il faudra l'évaluer quand même. Donc c'est un vrai sujet, et il reste en suspens, mais il reste à évaluer. Et puis enfin, la proposition 9, c'est
partager la connaissance sur les filières de collecte de traitement des déchets. Donc là, c'est plutôt sur la fin de vie. Et le constat qu'on a fait, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui existent. Beaucoup d'initiatives, à la fois à l'hôpital, en ville, des éco-organismes qui s'en chargent, les industriels, les professionnels de ville, bref. Donc, ce que tout le monde connaît, c'est qu'on peut ramener ces comprimés à la pharmacie, et vous savez pas qu'en fait, il faut ramener les comprimés seuls, et qu'il faut pas ramener les boîtes, parce qu'après, ils sont obligés d'enlever les comprimés des boîtes et des blisters, enfin. Donc, et en fait, ce qu'il faudrait, c'est déjà communiquer au grand public tout ça, essayer d'avoir des campagnes de communication claires sur si on veut réduire le gaspillage, ou en tout cas réduire l'impact environnemental de tout ce qu'on va acheter, comment on fait, et donner des messages clairs. Quand on a dit par exemple les antibiotiques c'est pas automatique, on pourrait très bien diffuser dans la population générale des messages clairs, et donc issus des différentes ministères qui ont en charge ces problématiques. On a aussi vu par exemple qu'il existe aujourd'hui des sociétés, donc on en a identifié une par exemple, qui propose de recycler des dispositifs médicaux qui sont usagés ou qui ne marchent plus bien, les fauteuils roulants, des béquilles, enfin plein de dispositifs qui, au lieu d'être balancés, moi j'ai des béquilles dans mon garage encore et je m'en sers plus, peut-être que ça serait bien que je donne ça et que ça puisse servir à quelqu'un d'autre. Et pourtant c'est la Sécu qui les a remboursés. Et elles ne servent plus du tout. Donc, il y a des vrais sujets là-dessus, et donc besoin de communication envers le grand public, pour les professionnels de santé, les industriels et pour les patients. Donc, je crois qu'on est dans les temps. On conclut. Donc, la conclusion, c'est que c'est un sujet d'actualité, vous l'avez bien compris, qu'on a un contexte réglementaire qui est vraiment mouvant, qui évolue rapidement. Et on a mesuré l'actualité de notre sujet parce que entre-temps, entre la fin de la rédaction de l'article et aujourd'hui, les choses ont encore évolué. Donc c'est un sujet qu'il faudra probablement retraiter dans des tables rondes ultérieures, et qu'une vigilance doit être apportée à une harmonisation des pratiques, on l'a dit, et à une coordination des acteurs académiques et industriels. Merci beaucoup. Merci beaucoup.